Pour vous refaire un petit peu le déroulement de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que je sais que c'est pas forcément évident quand on est entrecoupé comme ça, entre sessions, il faut bien comprendre que notre interrogation, après le premier semestre où nous nous sommes interrogés sur le bonheur humain, eh bien, ça va être de se poser la question si réellement la relation est un lieu de bonheur. Et jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à dire que mince, quoi. C'est-à-dire que la relation a l'air d'être le lieu, justement, d'un grand malheur. Et d'un grand malheur dans notre société contemporaine. Et nous nous étions arrêtés jusqu'à cet ultime paradoxe, le paradoxe de ce que j'avais appelé la prédation ou le contrat, c'est-à-dire que l'individu individualiste demande à la communauté de le protéger de la communauté. Voilà. C'est-à-dire il demande à l'État de protéger par le contrat, par les lois, par ce genre de choses, de l'autre qui peut me faire du mal. Il n'y a pas de problème, allez-y. Alors je vais vous inviter à reprendre, si vous arrivez à le trouver, je l'espère, le texte de Sartre sur l'enfer, c'est les autres, que nous avions étudié. Je vous laisse un petit peu de temps. Je me laisse un petit peu de temps pour le retrouver aussi. Rappelez-vous, c'était dans le B, autrui comme menace. Je vous le redis, donc cette explication qu'il a voulu faire de l'enfer, c'est les autres, parce que il dit justement, l'enfer, c'est les autres, vous savez, c'est un passage de huis clos d'une pièce de théâtre, et en fait, Sartre est un peu désolé parce qu'il se rend compte que personne n'a jamais rien compris de ce qu'il a voulu dire. Donc voilà, alors bon, moi je dois vous avouer, j'ai mon petit avis là-dessus, hein, c'est-à-dire que quand on n'est jamais compris par l'énorme majorité des cas, c'est qu'a priori on ne s'est pas exprimé clairement. Voilà, et donc Sartre fait l'étonné, mais voilà, c'est un peu étonnant d'être étonné à ce point-là, parce que lorsqu'on déclare l'enfer c'est les autres, et qu'à la fin on termine par dire ce qu'il dit, il ne faut pas dire l'enfer c'est les autres. Mais bon, bref, restons-en là. Juste pour info, hein, Sartre, Jean-Paul, a été quelqu'un qui, à mon sens, avec sa compagne d'un temps, Simone de Beauvoir, ils ont été pour moi l'exemple les plus flagrants de tout ce que pouvait être la perversion éducative, la perversion dans l'enseignement. Voilà, pour moi, c'est Simone de Beauvoir qui déclare qu'elle testait la chair fraîche de ses étudiantes avant de les refiler à Jean-Paul. C'est-à-dire qu'elle séduisait ses étudiantes, elle les mettait dans sa couche, et puis une fois qu'elle les avait bien bouffées, elle les redonnait à Sartre, qui les prenait elle-même aussi dans sa couche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était un merveilleux couple. Et pour moi, à part Brigitte Macron, il y a peu de personnes qui ont atteint un tel niveau, vous voyez, de perversion éducative et pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'abuse pas de ses étudiants. Les étudiants, justement, quand on est professeur, on est dans une responsabilité bien plus grande que lorsqu'on est, je ne sais pas, même agent de police ou ce genre de choses. On a en charge l'éducation des personnes. Et donc voilà, donc Sartre, j'ai beaucoup de mal avec Sartre et avec Simone de Beauvoir quant à leur manière d'être. Ils ont complètement assumé leur philosophie, donc c'est pour ça que je ne leur dénie pas le titre de philosophe, parce qu'ils ont appliqué leur philosophie, hein, c'est-à-dire l'existentialisme assumé. Donc l'existentialisme se fout pas mal de consommer les uns et les autres, hein, puisque la seule chose qui existe, c'est moi, dans la perspective où j'affirme ma volonté, donc je l'affirme forcément contre quelqu'un.
Mais malheureusement, ils ont fait beaucoup de mal. Voilà. Et ça, pour moi, c'est préjudiciable. Bref, l'enfer, c'est les autres. Sartre, quand il l'explique dans un interview, donc il le dit, j'ai voulu dire l'enfer, c'est les autres, mais l'enfer, c'est les autres a toujours été mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, il en savait quelque chose, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont ou nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui et alors en effet, je suis en enfer. Il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Et justement, l'hypothèse de Sartre, pour moi, est intéressante. Tout ce que nous avons découvert dans cette grande partie, à savoir l'amour toxique, de manière générale, en fait, n'est pas contenu dans l'essence même de ce qu'est l'amour, mais est contenu dans la relation affectée par le vice. Le vice de l'autre, le vice d'autrui, c'est l'enfer. Et donc, mon vice à moi, c'est l'enfer pour les autres. Et vous voyez, il y a en fait non pas un paradoxe en l'homme, mais il y a une succession d'états contradictoires. Nous l'avons vu, moi, j'ai une tendance à rentrer en relation avec les autres. C'est ma première orientation. C'est, vous voyez, ce que Aristote appelle le zootikon politikon, l'animalité politique en moi. Il y a en moi une tendance à vouloir être avec les autres, plus ou moins grande selon les personnes. Ne généralisons pas de manière stupide. Il y a des personnes, vous les mettez... Regardez dans un amphithéâtre, regardez, moi ça m'éclate dans un amphithéâtre. Vous voyez très bien les personnes qui, il y a de l'animalité politique, mais on me laisse tranquille. Ou alors, il y a une certaine animalité politique. Il y en a certains, par exemple, ils veulent être avec leurs amis. Donc on a des petits groupes, vous voyez, dans les amphis, là, qui sont là. Il y en a, ils veulent pas être avec les gens. Il y a des monades, un petit peu, là, voilà. C'est-à-dire, on isole, une place devant, une place derrière, une place à côté, machin. C'est bon, j'ai de la place, tout va bien. Il y en a, ils sont dans le groupe et ils s'en foutent. Ils sont pas au milieu de leurs amis, mais il y a des gens autour de moi et ça se passe bien. Vous voyez ? Cette différence d'animalité politique n'empêche pas le fait qu'il y a une tendance en nous à vouloir être en relation. Et c'était le texte, vous savez, du commentaire de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, de Thomas d'Aquin, par lequel on avait terminé la dernière fois. Vous savez, où il dit que cela, il parle d'Aristote, est manifestement inconvenant que l'homme heureux soit solitaire. Vous savez, moi, ça m'a toujours fait marrer. Venant d'un moine, c'est drôle d'entendre ça. Et un moine, on s'imagine que le moine, la relation politique qu'il a avec les autres, c'est pas non plus, c'est pas la vie de famille, quoi. Alors, Thomas d'Aquin, c'est particulier parce qu'il fait partie de l'ordre des dominicains.
Les dominicains, c'est un ordre communautaire, particulièrement communautaire. C'est un des rares ordres, vous savez, qui est démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de père abbé à proprement parler qui prend des décisions. Il y a un chapitre qui prend des décisions. Vous savez, l'expression avoir voix au chapitre vient de là. J'ai voix au chapitre, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de donner ma voix, de voter dans un chapitre de moines. Et alors justement, il parle de cet homme heureux et qu'il serait inconvenant qu'il soit solitaire. Alors il continue. En effet, cela va contre tout choix de tous. Ah bon ? Car personne ne choisirait de toujours vivre par lui-même, c'est-à-dire tout seul, même une fois qu'il aurait tous les autres biens. Parce que l'homme est naturellement un animal politique et apte de nature à vivre avec d'autres. Comme donc l'homme heureux possède ce qui est naturellement bon à l'homme, il s'ensuit qu'il ait des gens avec qui vivre. Or, il est manifeste qu'il est mieux de vivre avec des amis et des gens vertueux qu'avec des étrangers et des gens quelconques. Ainsi donc, il est manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase, mais cette phrase, pour vous, j'imagine que vous entendez cette phrase, quelqu'un qui vous dit, je ne sais pas, ou sur les réseaux sociaux, vous savez, il est manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis. Je ne sais pas pourquoi je prends la voix de Harry Potter, d'ailleurs, en plus. Hermione, il est... je ne sais pas pourquoi. Manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis. Vous vous dites, oui, d'accord, c'est un truisme total, c'est-à-dire que le mec ne nous apprend rien. Et pourtant, cette phrase, c'est la phrase qui va contre toute notre culture contemporaine. Ça va contre toute notre culture contemporaine et ça va aller contre quelque chose qui est absolument inconnu de nos contemporains et inconnu de la plupart des philosophes qui parlent aujourd'hui, qui s'appelle la consuetudo. Consuetudo, c'est un nom latin. C-O-N-S-U-E, consue, T-U-D-O. Il s'agit de la causalité de la société sur mes dispositions. Ma culture ambiante va causer en moi des choses dont je ne vais pas avoir conscience. Donc, si je ne fais pas un effort, je n'arriverai même pas à en saisir l'existence. Un exemple de consuetudo, pendant longtemps, les rôles sociaux attribués au sexe. Vous voyez, il a pu y avoir des personnes qui vivaient mal prenez le 19e siècle. 19e siècle, donc le mythe de la femme oisive, qui ne concernait que la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie cultive le mythe de la femme oisive pour montrer qu'ils ont de la thune. Donc la femme ne doit pas travailler, parce que si elle travaille, ça veut dire que les deux ont besoin de thune, donc il ne faut pas qu'elle travaille. Donc on la met à la maison et aux activités oisives. Elle fait salon, de la broderie, ce genre de choses. Il y a des femmes qui ont mal vécu cela, qui ont vraiment mal vécu cela, tout en se disant « mais en fait, je ne suis pas une vraie femme. Si je vis mal le rôle social qui m'est attribué en tant que femme, ça veut dire que je ne suis pas une femme. » Et en fait, elle luttait contre quoi ? Contre une disposition intérieure qui avait été causée par la culture. C'est ça qu'on appelle la consuetudo. Et alors, normalement, la consuetudo, elle est positive. De toute manière, il n'existe pas de culture sans consuetudo. Ça n'est pas possible. Mais elle est positive. Normalement, la culture, elle est censée garantir un vivre ensemble.
Elle est censée permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est que la consuetudo actuelle? Un exemple de consuetudo actuel, ça va être de mal vivre le fait de se mettre en colère. Vous voyez, notre culture a réellement causé en nous la culpabilité vis-à-vis du fait de se mettre en colère. Quelqu'un qui se met en colère, on se dit qu'il va pas bien. La culture actuelle, comme consuetudo, a entraîné la culpabilité de se sentir pas bien. C'est-à-dire, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, c'est que vous n'allez pas bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la plupart des personnes me disent, bien sûr, si je suis déprimé, c'est que je ne vais pas bien. Oui, mais si tu es déprimé parce que tu viens de perdre ton père ou ta mère, je t'annonce, tu vas très bien. C'est si tu n'étais pas déprimé que tu n'irais pas bien. Si tu n'étais pas triste à cette occasion-là, ça prouve que tu as un pet au casque. Alors, ce n'est pas le fait d'éprouver des sentiments négatifs qui veut dire que tu ne vas pas bien. Ne va pas voir un psy parce qu'après une rupture, tu es dévasté. Parce que le psy, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Faire en sorte que tu ailles bien alors que tu es dévasté parce que tu viens de rompre avec quelqu'un qui t'a dégommé ta vie. C'est normal de ne pas aller bien à ce moment-là. Vous savez, cette sociologue, je n'arrive jamais à retrouver son nom, qui dit « Je me méfie des gens qui vont bien dans une société malade ». Dans une culture où, je ne sais pas, moi je vous le dis, je trouve ça formidable, mais vraiment incroyable. On arrive à condamner quelque chose qui se passe aux portes de l'Europe, par contre au Moyen-Orient, là c'est pas pareil. Les mêmes trucs. Et après on nous demande d'être apaisés sur le climat géopolitique. Taisez-vous. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont à bout. Moi, je voyais des agriculteurs, vous savez, des agriculteurs là, qui ont vu Sandrine Rousseau passer, qui l'ont traité de salope. Ils ont dit « Va faire la soupe, salope ». Ça a le mérite d'être galant et courtois. Mais en fait, ces gens-là vont très bien. Ces gens-là vont très bien. C'est-à-dire qu'il est normal d'être en colère quand on n'arrive pas à faire vivre soi-même, sa famille, qu'on est obligé de s'endetter et de projeter une dette sur ses enfants. C'est normal de ne pas être bien. Et donc c'est bien. Mais vous voyez, la consuetudo, il va falloir lutter contre elle si jamais elle nous entraîne vers quelque chose qui est vicieux. Or là, en l'occurrence, cette phrase de Thomas d'Aquin, qui pour moi est incroyable, ainsi donc il est manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis, elle va contre une consuetudo qui est très forte, qui est le fait de se débrouiller tout seul. Moi, je suis heureux par moi-même. Oh, moi, je suis heureux tout seul. Oh, moi, vraiment, je me développe par moi-même. Moi, avant d'être en couple, j'attends d'être bien. Mais ça se trouve, t'es hyper malheureux parce que t'es pas en couple. Ah ah ah! Ça se trouve, t'as une animalité politique qui fait que t'as envie d'être en couple avec quelqu'un et t'attends d'être bien tout seul. Oui, mais attends, moi, j'ai pas envie qu'on dépende les uns des autres. C'est hyper dangereux de dépendre des uns des autres. T'imagines, ça veut dire que mon bonheur, il est circonstancié à l'action d'un autre. Moi, je n'accepte pas ça. C'est dommage. Il est manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis. Thomas d'Aquin n'est pas en train de vous dire « Il est manifeste que l'homme heureux, c'est cool s'il a des potes ». Non. Il est manifeste que l'homme heureux a besoin d'amis. Il a besoin d'amis. Besoin d'amis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un ami dans ces cas-là? On ne comprend pas. Et puis Sartre qui nous dit « L'enfer, c'est les autres ».
Mais justement, pourquoi Sartre nous dit que l'enfer, c'est les autres? Parce qu'on s'attendrait à ce que notre bonheur soit chez les autres. Ou plutôt, notre bonheur soit dans la relation avec l'autre. Et que s'il n'y est pas, alors c'est l'enfer. Il y a cet effet de contraste. Je m'attendais à pouvoir, accomplir mon animalité politique dans la relation avec l'autre, et je ne peux pas. C'est donc l'enfer. Et ce que j'aime bien, c'est Thomas d'Aquin. Alors Thomas d'Aquin, c'est pas un drôle. C'est pas un gars marrant. Voilà, c'est-à-dire que, pour vous dire, y a une histoire comme ça où il y a un de ses frères qui arrive dans le couvent et qui lui dit « Frère Thomas, regarde dehors, là j'ai vu une vache qui vole !» Et alors Thomas d'Aquin se précipite à la fenêtre pour regarder dans le ciel, etc. Et alors le frère dit « Non mais Thomas, mais quel débile ! Quel débile ! Une vache qui vole, d'où ça sort ?» Et Thomas répond c'est vrai que j'avais plutôt tendance à croire qu'une vache volait plutôt qu'un frère me mente. Un mec drôle. Un mec où ça fait plaisir de vivre avec lui, vous voyez. Bon, justement, donc il n'est pas très drôle. Et pourtant, il balance un truc, il dit « Or, il est manifeste qu'il est mieux de vivre avec des amis et des gens vertueux qu'avec des étrangers et des gens quelconques. Il est mieux. Sans blague. Qui à choisir, préférerait vivre dans un pays où il ne parle pas la langue, il ne connaît personne, et il sait qu'il est entouré que de gens qui vont le violer, qui vont vraisemblablement le réduire en esclavage, qui vont abuser de lui, bref, vous trouvez tout ça, ou alors dans un pays où il fait bon vivre, les gens sont gentils, et puis on a des amitiés sincères, des amis depuis longtemps. Évidemment, Thomas, on a envie de dire, mais attends, t'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? Vous entendez la question que je nous pose? Tu es bête ou quoi? Regardons nos amis. Ne les regardez pas maintenant, pardon. Ne les regardez pas maintenant. Intérieurement, regardez-les, vous voyez? Regardons nos amis. Sont-ils si vertueux que ça? Sont-ils si bons que ça? Les gens qui nous entourent. Dans une famille, on peut se sentir étranger. C'est que c'est très étonnant. On choisit nos amis. Ça, vous allez voir, ça va être une grande découverte après. Mais on choisit nos amis. C'est volontaire. Sachez que vous vous êtes retrouvé à côté de quelqu'un à un amphi. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait que vous soyez son ami. Ne le prenez pas comme un signe du destin, tu sais. Le nombre de fois où on a été à côté de gens en classe, et puis petit à petit on s'est rendu compte, non, ça va pas marcher en fait là. C'est possible, hein. C'est pas le hasard qui détermine vos amitiés. C'est le hasard qui détermine vos rencontres. Et encore, et encore, et encore. Nos rencontres ne sont pas tout à fait dues au hasard, mais par contre, il y a un choix qui est posé dans les personnes que l'on va déclarer, que l'on va affecter, c'est pas un beau terme, mais c'est exactement le cas, du titre d'ami. Et il est manifeste que l'homme heureux ait besoin d'amis. Mais cette animalité politique, ce besoin d'amis, comment il se comporte? Et c'est la suite du texte. Par ailleurs, nous ne pouvons prendre plaisir qu'à ce que nous connaissons. Or, nous pouvons davantage regarder nos proches que nous-mêmes et leurs actions que les nôtres, parce que le jugement de chacun sur ses propres choses fait plus défaut, à cause de l'affection privée que l'on a envers soi-même. Vous voyez, rejoint Sartre, Thomas d'Aquin, Sartre, exactement même combat. J'ai besoin de l'autre pour évaluer
ma propre identité, ce que je suis. Ainsi donc, appert-il, il appert, ça veut dire il éclaire. Ainsi donc, il est clair que pour les hommes bons, sont plaisantes les actions de bonnes gens et d'amis, où on trouve les deux éléments de ce qui plaît par nature, à savoir que ce soit bon et qu'on l'aime. Ainsi donc, l'homme heureux aura besoin de tels amis vertueux, pour autant qu'il cherche à voir des actions bonnes d'un homme bon qui soit un ami. Comme en effet l'ami d'un homme est comme un autre soi-même, les actions de son ami sont comme les siennes propres. Est-ce que vous avez des amis, ça arrive souvent, des amis qui sont énervés par ce que vous faites ? Vous savez, mais de manière un peu absurde, c'est-à-dire que vous choisissez quelque chose et ça les énerve. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un et il est vénère sur ça. Alors je ne vous parle pas parce qu'il y avait de l'ambiguïté, etc. Non, il est vénère. Ou elle est vénère. Pourquoi ? Parce que dans le fond, elle n'aurait pas choisi cette personne. Elle n'aurait pas choisi ses études. Elle n'aurait pas choisi toutes les choses que vous avez choisies. Elle n'aurait pas choisi comment vous habillez, elle n'aurait pas choisi les jeux que vous faites, elle n'aurait pas choisi ce genre de choses. C'est bizarre, mais attends, mais pourquoi ? Et je ne sais pas si vous avez eu des amis qui se réjouissaient pour ce qui vous arrivait de bien. Non, mais ça vous semble normal. Mais le gars qui n'a pas son permis et qui est heureux parce que vous avez votre permis, certes, il va pouvoir être emmené par quelqu'un à des soirées, des trucs comme ça, d'accord. Mais il y a un bonheur qui est absurde. Ben voilà. Je vous annonçais quelque chose. A priori, je vais être papa, pour la deuxième fois. C'est quoi cette réaction ? Attendez, mais ayez une réflexion sur ce qui se passe là. On ne se connaît pas. Vous partagez pas le quotidien de ma vie. A priori, après ce cours-ci, on va peut-être pas se revoir énormément. Hein. Vous serez peut-être même pas au courant de l'enfant en question, si c'est un enfant, parce que ça se trouve, ça sera peut-être autre chose, on ne sait pas. Hein. Voilà, vous savez pas. Et pourtant, votre première réaction, c'est « Oh !» Et puis on applaudit. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est tellement rare maintenant que... Voilà, donc on applaudit. C'est aberrant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait que le bien qui arrive à l'autre, nous en prenions une petite part ? Moi, ce qui me fait marrer, vous savez, c'est les meetings politiques. Notamment, le meeting qui suit une élection. Et le meeting du vainqueur. C'est délirant. Ou, soyons plus simples, l'heure après la victoire d'une Coupe du Monde. T'as tout le monde qui est dans la rue à faire « On a gagné, ouais !» Personne n'a rien foutu. La chose que la plupart des gens, les plus motivés, ils sont allés au stade, ils ont gueulé comme des porcs en pensant que réellement ça encourageait les gens qui étaient en train de jouer, alors que les gens qui étaient en train de jouer, ils n'en peuvent plus du bruit qu'il y a tout autour, hein, c'est un effet de résonance, etc. Et la plupart des gens étaient dans leur canapé, en train de regarder et en train de parler à leur télé. En train de dire à un gars qui est sur un terrain, au travers de la télé, comment il devrait jouer. Et résultat, dès qu'il marque, c'est comme si moi, j'avais marqué. C'est « Ouais ! Oh ! J'ai un bide à bière, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis incapable de courir tout ce qu'il fait. » Parce que le bien, et ça c'est très important de le comprendre, le bien, c'est un proverbe qui s'appelle... qui se dit, le bien est diffusif.
Le bien se diffuse. Il se répand, le bien. Le mal aussi. Mais le bien, il est beaucoup plus efficace pour se répandre que le mal. Il y a eu plusieurs expériences faites par des psychologues, mais vous avez les expériences dites sociales faites par des influenceurs qui sont assez drôles. Vous mettez quelqu'un dans un bus ou dans un métro et il fait genre qu'il a un fou rire. Vous allez voir que, au-delà d'un mimétisme psychologique, les gens ressortent du bus plus heureux que comme ils en sont rentrés. C'est pas leur vie qui a changé. Mais le fait d'avoir quelqu'un d'heureux en face a entraîné un bonheur, a entraîné une certaine joie. Voilà pourquoi l'homme heureux, spontanément son bonheur va se répandre un peu partout et il va s'entourer de gens qui partagent la même vision du bien que lui. Et c'est pour cela qu'il dit, par ailleurs, nous ne prenons plaisir qu'à ce que nous connaissons. Qu'à ce que nous connaissons. Et donc, on n'est plus dans un paradoxe, vous voyez, incompréhensible. On est face à notre nature. Alors, est-ce que vous avez fait quelques petits cours de philosophie de la nature? Oui. Non, c'était pour dire, mais on peut rigoler de choses qui ne rendent pas les autres heureux. Ça dépend. Tout à fait. Mais quelqu'un se mange un poteau, par exemple, devant vous, c'est clair, la surprise va vous faire vous marrer. Tout de suite après, normalement, si vous n'êtes pas un énorme pervers, tout de suite après, il y a un petit... Putain, est-ce qu'il s'est fait mal quand même? Et si vous voyez qu'il ne s'est pas fait mal, là, à ce moment-là, on peut se marrer. Mais si vous voyez qu'il pisse le sang, normalement, il n'y a pas un gars qui fait « Oh, il est mort ». Voilà, donc non. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du vécu? D'accord. Ok. Non, il est évident qu'on peut très bien rire du malheur de quelqu'un, ça c'est clair, on peut très bien rire du malheur de quelqu'un, mais rarement à long terme. Vous voyez, il y a cette protection qui s'appelle le cynisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Le cynisme, c'est le fait de rire de choses dont on devrait pleurer. D'accord ? Quelqu'un de cynique, c'est quelqu'un qui pleure dans le fond, hein, ou qui rigole pour ne pas pleurer. Et souvent, les humoristes ont ce rôle-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelle « Je suis pas content » de Greg Tabibian. Il est très très fort là-dedans. Il manie le registre cynique tout le temps. C'est-à-dire qu'il va vous prendre un phénomène ou un événement contemporain, politique, etc., qui, si on le regarde en lui-même, sans son petit commentaire un peu humoristique, on se dit, mais quel pays de merde! Vous voyez? Alors qu'en fait, il a raison, il vaut mieux en rire. Mais ça, vous voyez, c'est une stratégie psychologique que nous avons pour essayer de ne pas tomber en dépression totale, le cynisme. Donc rire de ce qui est susceptible de nous faire pleurer. Normalement, un être humain qui va bien pleure avec ceux qui pleurent et rit avec ceux qui rient. Normalement. S'il n'en est pas capable, ça veut dire qu'il lui arrive quelque chose dans sa vie qui est trop fort par rapport à ses capacités relationnelles. Vous voyez, vous êtes à un mariage, vous avez quelqu'un qui tire la gueule. Bon, a priori, c'est qu'il a des choses dans sa vie qui vont pas bien. Et qu'en fait, il n'arrive pas en fait à se décentrer de ce qu'il est en train de vivre. Pareil, vous êtes, vous annoncez à quelqu'un que vous êtes fait larguer, il a un grand sourire. Ok, c'est qu'il n'est pas du tout avec vous, en fait, à ce moment-là. Il est avec... ou alors, peut-être qu'il avait des vues sur vous et qu'il est très content, mais il faudrait qu'il le cache un peu parce que ça se voit trop. C'est pas bien. Mais donc voilà, vous comprenez la puissance
de l'animalité politique. Il y a en nous une tendance naturelle. Alors oui, j'avais commencé à dire ça. Est-ce que vous avez eu des cours de philosophie de la nature ? C'est un grand nom. Ok. Ce qu'on appelle nature en philosophie, la nature, ce ne sont pas les arbres, les oiseaux et compagnie. La nature, c'est le principe de mouvement et de repos en vous. Je vous donne un exemple. Ce portefeuille-là, naturellement, si je le lâche, il tombe. Je peux répéter l'action plusieurs fois, même des milliers de fois. Alors, tu as des physiciens qui sont cons, hein. Il y a des physiciens qui disent « Et peut-être qu'il y a une fois où... » Non, il n'y a pas une fois où il va faire « Oh !» Non, c'est pas non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la nature, c'est le principe de mouvement et de repos. C'est-à-dire que là, en raison de la nature de ce truc, de ce portefeuille, en raison de sa matière, en raison de ce par quoi il est composé, il va naturellement, sa nature, le porte vers le bas. Et une fois qu'il a atteint un truc, une surface plane, etc., sa nature, elle est composée, etc., l'empêche d'aller plus loin. Il est en repos. D'accord ? C'est simple pour des choses inertes. Une plante, son principe de nature, par exemple, vous prenez une tulipe, le bulbe, etc., sa nature la fait croître. Vous voyez, grandir, se nourrir, se reproduire. Bref, le principe naturel, la nature d'une chose, c'est son principe de mouvement et de repos. C'est la même chose quand on dit l'essence d'une chose, vous voyez ? L'essence d'une chose, c'est son principe de mouvement et de repos. Donc quand vous dites, ah oui, j'avais entendu ça, mon Dieu, des gens, tout le temps. Vous savez, des manifestations, il y a Quotidien qui avait interrogé ça pendant les manifestations qui s'appelaient les manifs pour tous. Ça m'a interrogé une dame, parce qu'ils prennent toujours le ou la gogole du groupe, vous voyez ? En fait, ce sont des, vous savez, Quotidien et les journalistes de manière générale, ce sont des hyènes. C'est-à-dire qu'ils repèrent le gnou un peu faible, le bébé gnou, le bébé antilope, etc., qui est un peu, qui va pas bien, qu'il faut achever en fait, hein, voilà. Et ils y vont à 16 dessus. Bon là, ils avaient repéré cette dame qui visiblement, voilà. Et on lui disait, voilà, pourquoi vous êtes là, etc. Donc elle parle du châtiment divin et compagnie. Et puis après, elle commence à dire un truc, elle dit, non, et puis en plus, il faut dire quelque chose, c'est que l'homosexualité, c'est contre nature. C'est contre nature. Alors, c'est contre nature, voilà. Comment on entend nature ? Moi, j'ai des gens qui m'ont fait marrer. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de me vendre le fait d'être libertaire, le fait d'être d'être un gros baiser en fait, hein, c'était juste ça. Ils m'ont vendu le fait d'être un gros baiser en me disant, mais regarde, c'est naturel, regarde les bonobos. Et c'est vrai que les bonobos, ils ont une particularité, c'est qu'ils résolvent les conflits du groupe, voilà, en se sodomisant, voilà. C'est une manière de résoudre le conflit. Moi, je dois t'avouer que si tu me fais ça, ça va entraîner un conflit. Il va y avoir une petite opposition de ma part. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas parce que c'est présent chez les animaux que c'est naturel à l'homme de résoudre ces conflits comme ça. Parce que dans ces cas-là, les amis, les phoques qui violent des pingouins en Antarctique et en Arctique, oui, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas évident. C'est pas évident. Il est pas. C'est pas très sympa pour un pingouin de passer par là.
Vous assurez, en fait, il y a tellement de phéromones partout que les mâles phoques et éléphants de mer deviennent complètement fous. Donc ils violent des pingouins, ils violent des bébés phoques, ils violent... Oh bah voilà. Le pingouin, on s'en fout complètement. Par contre, dès qu'on dit qu'il viole des bébés phoques, il est pas pu là. Le pauvre pingouin, il a rien demandé. Lui, il est là, il est à côté, il est très content, tout se passe bien, et il se fait violer parce qu'il y a un gars qui est fou, quoi. Bon, bah écoutez, moi, c'est pas parce que je vois ça dans la nature que je me dis, ah bah, c'est naturel. Vous voyez, le terme nature n'est pas le même. Et en même temps, je ne vais pas emprisonner les phoques parce qu'ils font ça. Vous voyez, toutes les questions de l'ordre des véganes, de ce genre de choses, c'est bien parce que l'être humain est différent des animaux qu'il peut se poser des questions comme ça. Aucun lion ne se demande s'il doit limiter sa consommation de gazelle. C'est normal, c'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans son principe de mouvement et de repos. En l'homme, il y a cette possibilité-là, bon bah voilà, bah utilisons-le. Mais vous comprenez bien que quand on parle de l'animalité politique qui est une nature, qui est dans la nature de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous un principe de mouvement et de repos qui nous entraîne à la relation à l'autre. De la même manière qu'il y a ça. Notre animalité politique, c'est de l'ordre de la même loi que la loi qui fait tomber ce portefeuille. Donc si vous allez contre ça en vous, eh ben vous allez vous faire du mal. Et c'est ce qu'on appelle de la violence. La violence, c'est quoi? C'est aller contre la nature d'une chose. Vous voyez, attention, je vais vous faire un acte d'une grande barbarie. Une grande violence. Attention. Vous l'avez entendu hurler, le portefeuille, là? J'ai imprimé un mouvement allant vers le haut, alors que toute sa nature tendait à aller vers le bas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment où sa nature a repris le dessus. C'est-à-dire que là, il a fait stop, ça suffit, je redescends. Et plus, en plus, il s'est rapproché du sol, plus il allait vite. Plus sa nature prenait le pouvoir. Alors évidemment, il y a des forces de gravitation, etc. Mais la force de gravitation, elle s'exerce sur quoi? Sur une nature. Hein, ah, merde. Non, mais parce que j'ai des personnes qui ont du mal à prendre tout le réel en même temps. C'est-à-dire qu'une plume n'aura pas la même nature par rapport à la force d'attraction que ce genre de truc. Quoique, parce que finalement, ça peut tomber de la même vitesse. Merde. Voilà. Hein. Mais justement, c'est un peu la même chose. Plus vous allez vous éloigner de votre naturalité politique, plus elle va vous revenir dans la tronche. Les personnes qui me disent « je veux être seule », elles s'achètent un chat ou un chien. Elles ne veulent pas être seules. Et d'ailleurs, elles parlent à leur chat et à leur chien comme à des êtres humains. C'est-à-dire, moi, j'ai des personnes qui parlent à leur chat et ils disent « oh, c'est mon bébé !» Non. Tu n'as pas accouché de ce truc. Non, je t'assure, il t'a pas tété, il a rien fait, ça suffit, on arrête. Voyez ? Et puis, ça va pas être la même relation. Et pareil, des personnes qui disent à leur conjoint « oh, mon bébé !» Non. Non plus. Mais soyons précis, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'animalité politique, on parle de la nature humaine. Et si on parle de la nature humaine, on parle de la tendance naturelle de l'homme, donc quelque chose qui s'impose à nous, chers amis. En fait, je suis désolé pour tous les existentialistes qui voudraient être libres de leur nature. Eh ben non, vous ne pouvez pas l'être. La nature est la condition de possibilité de votre existence. C'est la seule chose sur laquelle vous n'allez pas pouvoir réellement agir. Il va falloir accepter le fait que vous avez une tendance en vous qui vous fait aller vers les autres. Alors soit vous subissez cette tendance-là, soit vous l'orientez. Mais il y a un moment, il va falloir l'investir. On fait une pause, on se retrouve à 9h01.
Abonne-toi à FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi à FMP, on the road, baby. Si connaît la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman,